podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Là, nous sommes au 2e épisode de cette série consacrée aux littératures de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes dans ce projet RDC Congo, capitale d'Afrique. Et aujourd'hui, je me suis rendue à Tervuren, à la bibliothèque Congo, chez José Mabita, que vous avez déjà rencontré lors d'un précédent podcast. Et avec lui, nous allons plonger dans l'œuvre de l'auteur Jean Bofan. José, bonjour. Marie-Thérèse, bonjour et ravi de te rencontrer une fois de plus dans le cadre de ce projet spécial RDC Congo. Alors, oui, tout d'abord, José, on va commencer par la biographie de Jean Bofan. Jean Bofan, qui est-il ? Alors, Jean Bofan, en gros, aujourd'hui, il vit en Belgique. Donc, on sait qu'il vit en Belgique normalement depuis l'année 1993. C'est un Congolais qui est né sous la période coloniale, en fait. Il est né exactement le 24 octobre 1954. Et il n'est pas né à Kinshasa, il est né à Mbandaka. Mbandaka, c'est la capitale d'une province de l'Équateur dans le nord du pays. Et donc voilà, né dans ce coin du Congo belge à l'époque, donc il a grandi là, et il a eu à connaître les fameuses époques après les indépendances, les rébellions. Donc c'est quelqu'un qui a connu cette période un peu de violence en tant qu'enfant, et qui avec ses parents ensuite est allé à Kinshasa. Donc il a ce côté de provincial, et puis de Quinois donc qui habitait la capitale, donc là où il a, je pense, fait ses études et puis eu du travail, jusqu'en 1993, où il est venu, comme beaucoup de Congolais de l'époque, s'est exilé en Belgique. Et donc c'est ici en Belgique où, en tout cas, on peut dire que sa carrière d'écrivain a débuté en 1996 avec un premier récit. Oui, donc c'était une œuvre de jeunesse, c'était un album jeunesse intitulé « Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux ». Et cette première œuvre, donc comme tu viens de dire, publiée en 1996, avait déjà obtenu le prix de la critique de la communauté française de Belgique en 1997. Super, mais écoute-moi, ce livre-là, en réalité, je le regrette profondément jusqu'à aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore trouvé. Ah, bon, moi je l'ai. J'en avais même 2 exemplaires, j'en ai offert un. À l'occasion, je te le ramène. Eh ben, ce serait super. Comme ça, si tu veux, je pourrais te le racheter peut-être pour le mettre dans la bibliothèque. Ah oui, mais là, il faudra vente aux enchères alors. Voilà, mais je mettrai le prix qu'il faut, sans problème. Voilà. Alors après, il a enchaîné avec une 2e œuvre de jeunesse en 2000 cette fois, et c'est Bibi et le canard. Que je n'ai toujours pas lu, pas trouvé non plus. Ah oui, celui-là, oui, là je peux pas t'aider. Par contre, j'ai vu qu'il était aussi paru en néerlandais. Ah, ok, je ne savais savais aussi, pas. Je pense qu'il a été traduit en néerlandais, ce livre-là. Mais je n'ai pas encore trouvé non plus. Donc ce sont, à mon avis, des œuvres un peu vintage. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on peut le trouver sur le net. Voilà. Alors après, en 2008, là, il quitte un peu les œuvres de jeunesse. Qu'est-ce qu'il publie en 2008 ? En 2008, évidemment, c'est mathématiques congolaises. Là, c'est l'œuvre, c'est la fleur qui s'ouvre, c'est un rayon de soleil qui vient éclater au sein de la littérature congolaise qui, il faut le dire, s'était un peu éclipsée. Donc on avait quelques auteurs ici et là, mais la littérature congolaise comme telle, elle était vraiment, je pense, dans un état un peu de léthargie. Et Jean Bofan, en 2008, est vraiment venu réveiller cette littérature avec son livre, dans le cadre surtout de l'écriture du roman, puisque là, des œuvres scientifiques, etc., il y en avait beaucoup, mais en termes de roman, le Congo était redevenu très pauvre, Zaïre à l'époque, et ce livre était tout simplement magnifique. Mais on va en revenir plus en détail sur ce livre tout à l'heure. D'accord. Alors ce livre a été couronné de nombreux prix. Donc en 2008, l'année de sa parution, il reçoit le prix Jean Munot. Ensuite, le prix littéraire de la SCAM en 2009. D'accord. Et le Grand Prix d'Afrique noire en 2009. Exactement. Donc ce prix qui est appelé aujourd'hui Grand Prix d'Afrique. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'en termes de... Parce que je ne sais pas si je dis des bêtises, mais nous avons peut-être que 2 Congolais qui l'ont eu, RDC. Je pense à... comment il s'appelle Kamanda. Ah oui, qui l'aurait reçu. Reçu. Ok. Et Jean Bofan. Si je ne dis pas de bêtises, il faut que je vérifie.
Alors après, il revient quelques années après avec un deuxième roman en 2014. Et Mhm. là, c'est Congo INC, le testament de Bismarck. Également un magnifique livre dans la suite de Mathématiques congolaises. Congo INC était un peu dans la même veine. Et là, il y avait vraiment la touche Jean Bofan qui était reconnaissable avec son écriture vraiment spécifique. Aussi, une très belle œuvre. Oui, oui, je dirais que ça fait partie des classiques un peu maintenant. Tout à fait. Donc, moi, j'ai cette tendance à dire que Jean Bofan, si Panthéon il y a dans la littérature congolaise, eh ben, il est rentré dedans. Alors évidemment, cette œuvre, de nombreux prix. Déjà en 2014, le Grand Prix du roman métis. Mhm. Et en 2015, le prestigieux prix des 5 continents de la francophonie. Exactement. Et c'est pas fini, prix de l'Algue d'Or en 2015, prix des bibliothèques de la ville de Bruxelles en 2015 également, et prix coup de cœur transfuge en 2015. Waouh. Oui, oui, oui. Donc ça a été un sacré Tout à fait. roman, très très primé. Et pour la petite anecdote, bon, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, mais je peux déjà le dire maintenant, justement, le fameux prix des bibliothèques, de la bibliothèque de la ville de Bruxelles. Jean Bofan est un des rares Congolais, ou en tout cas même africains, dont on retrouve le livre à travers la Belgique, dans toutes les bibliothèques belges, au fin fond de n'importe quel petit village. Si vous demandez un livre de la littérature africaine et congolaise en particulier, eh ben, il y aura toujours un Jean Bofan qui est là. Alors, après, il revient 4 ans plus tard avec un autre roman, La Belle de Casa. Tout à fait. Et le dernier en date, qui est sorti, je pense, en mars 2025. 2025, cette Oui, année. oui, c'est ça. Cette année, qui C'est- était attendu. Oui, Voilà. Oui, oui, qui était vraiment attendu. Et là, c'est Nation Cannibale. Cannibale. Là, c'est le tout dernier. Et j'ai découvert aussi qu'il avait participé à un ouvrage collectif intitulé Le viol, arme de terreur. Voilà. Donc là, il y avait de nombreux auteurs, mais il y avait entre autres la journaliste Colette Brackman et le réalisateur Thierry Michel en tant que Exactement. co-auteur. Exactement. Voilà un peu tout ce qu'on a Mais collecté. bon, Jean Bofan, voilà, comme on l'a dit, de par sa biographie, de son enfance, qu'il a rencontré la violence, en tout cas il a connu, Il l'a vécu. il l'a vécu, fait que voilà, il est très sensible à cela et ça fait vraiment partie de son œuvre, de sa personnalité. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de son parcours. Ok. Alors José, maintenant on va plonger donc dans le premier roman de Jean Bofan, des mathématiques congolaises. Est-ce que tu peux en faire un petit résumé, sans tout dévoiler bien sûr. Bien sûr. Ben, Mathématiques congolaises, en quelques mots, c'est quoi? D'abord, c'est vraiment un livre qui se plonge sur la vie congolaise, en particulier sur la vie quinoise. Ça part de quoi? L'histoire commence avec un groupe de jeunes un peu qui sont, comment on va dire, qui traînent dans la rue, les jeunes qui ont l'habitude de se retrouver ensemble, qui n'ont pas de travail. Il y a un mot là, comment on dit ça Oui, c'est ça. Bref, ils sont là, ils attendent qu'il se passe quelque chose. Et de temps en temps, une institution politique vient les chercher pour aller jouer un rôle, pour des manifestations. On vit une époque de transition, donc on est dans la dictature et puis on commence à voir les partis politiques, les partis d'opposition. Et pour donner le change, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'on montre un peu que le peuple bouge. Et eux sont engagés pour venir faire des manifestations pour telle ou telle situation et montrer qu'il existe une vie, un début en tout cas, un embryon de vie démocratique. Et une des fois où on vient les chercher, parmi donc ces jeunes-là, il y en a 3 qui sont un petit peu parmi les personnages principaux de ce livre. Il y a Célio, le premier, et puis il y a un autre jeune gaucher, et puis il y a un autre dont j'ai oublié le nom, Bresto, je ne sais plus, voilà, je n'ai pas noté. Et donc, se rendant à cette manifestation-là, le fameux Bresto, je retrouverai le nom, en tout cas, il se fait tuer. Ah oui. Il se fait tuer. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il se fait tuer par le camp qu'il a engagé. Et Gaucher, donc l'autre jeune qui lui était... C'est Baestro. Baestro, voilà. Lui se fait tuer. Et Gaucher, qui a assisté à la scène, devient un personnage dangereux. Et Célio, lui, il était là aussi, mais n'a pas du tout cette perception de ce qui s'est passé. Et donc, dans un premier temps, évidemment, le régime, ceux qui ont fait cette manifestation-là,
doivent éliminer Gaucher pour ne pas qu'il parle, qu'il voit ce qu'il a vécu. Et puis voilà, ça c'est un des premiers aspects. Et Célio, qui lui, parmi ces jeunes-là, est l'un des plus intelligents. On l'appelle Célio mathématique. Ah oui, d'où les mathématiques congolaises. Les mathématiques congolaises, entre autres. Uh-huh. Et donc, lui, finalement, et là c'est la magie de l'écriture de Jean Bofan, arrive à se faire embaucher pour travailler pour cette institution qui est un département de l'information, on va dire, en gros, pour travailler pour cette institution. Pourquoi ? Parce que lui, il a un esprit, comme on dit, avec ce côté mathématique, d'analyse, de compréhension, de stratégie, qui fait qu'il a réussi un petit peu à épater l'un des directeurs de cette institution, et donc il est pris dans cette institution. Et le rôle sera quoi ? Et c'est un peu le fil conducteur du livre, c'est comment est-ce qu'on arrive à manipuler la population. Pour diverses raisons, pour le pouvoir d'abord, et pour faire en sorte qu'on influence un petit peu l'opinion des gens. Donc tout ce livre va un peu sur ce fil conducteur de Célio, qui venant du peuple, gravit les échelons en rentrant dans le système. Il devient un système que lui, auparavant, peut-être comme beaucoup au départ critique, dès le moment où lui met le pied dedans, voilà, il rentre dedans, et parfois sans se rendre compte. Il rentre de plus en plus dedans, et plus on rentre dans ce système-là, plus on se compromet, et plus on quitte ses valeurs vers ces anti-valeurs finalement qui règnent dans des pays un petit peu comme le Congo. En tout cas, on parle d'une époque, c'est les années fin 90, là où il se passait vraiment les embryons de la fameuse démocratisation. Avec les conférences nationales et tout ça. Voilà, et donc ça c'est vraiment un peu le fil conducteur de ce livre. Et maintenant, la question c'est de savoir jusqu'où il va aller, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va rester fidèle à ses principes ou pas. C'est un peu tout qu'il faut lire ce livre pour savoir comment ça va se terminer. Ok, merci pour le résumé. Alors, est-ce que tu peux dire les thématiques que tu as repérées dans ce livre ? Les thématiques, la principale, c'est vraiment une satire, une chronique à la fois et satire de cette société de l'époque, la société congolaise. Il y a en tout cas la manipulation politique. Là, elle est clairement bien expliquée. Il ne faut pas oublier que je pense que Jean Bofan a travaillé dans la publicité. Oui. Et donc, je pense que le mécanisme de la publicité, qui est quand même une manière de manipuler les gens, d'influencer les gens, est quand même une source un petit peu de ce livre. Il y a la corruption. On sait qu'il y a beaucoup d'antivaleurs. En reste, c'est une époque où, justement, ce livre, c'est une photographie d'une époque où toutes ces antivaleurs sortent. Donc, la corruption, les antivaleurs, la manipulation politique, et surtout cette peinture. C'est une fresque à l'image d'un Chéri Samba en peinture. C'est une fresque vraiment de Kinshasa. De Kinshasa de l'époque, avec tout ce que ça a, le côté opportuniste des gens, et où il ne faut pas hésiter à marcher sur les uns les autres pour réussir. Ok. Et est-ce que tu peux développer plus je te demandais de développer 2 thématiques et la développer et ensuite illustrer ça par un extrait. Ok, un des premiers extraits que j'ai choisi de faire, c'est un petit peu le côté où, comment je veux dire ça, le nom que je pourrais donner à cette thématique, ce serait l'évolution sociale. L'évolution sociale dans un pays tel que le Congo, avec tout ce que ça a comme... il faut se battre pour s'en sortir et ne pas hésiter parfois à marcher sur ses valeurs. Et est-ce qu'un extrait ici que j'ai choisi, voilà, c'est comment est-ce que Célio, il s'agit de lui, évolue. Alors c'est la page 104. Célio, lentement mais sûrement, commençait à endosser son nouveau personnage. Il se rendait compte que son rôle pourrait être plus important que celui des jeunes gens avec qui il travaillait. Il ne voyait d'ailleurs pas ce qu'il pouvait leur apporter de plus. Par conséquent, il avait sûrement été engagé pour accomplir d'autres fonctions que celles de documentaliste comme ses collègues. Il voulait initier des actions concrètes. La vie de chômeur était enfin terminée pour lui.
quelqu'un avait fini par reconnaître ses mérites. Il ne comprenait pas encore bien par quelle alchimie, mais le fait était là. Il travaillait pour la présidence de la République. À lui de manœuvrer correctement, et bientôt le pays entier connaîtrait Célio Matemona, dit Célio mathématique. Je pense que... Ah oui, il faut se prendre au sérieux. Hein. Il faut se prendre au sérieux. Mais je pense que beaucoup de gens se reconnaîtraient dans cet extrait, aussi bien les jeunes que des personnes âgées, parce que c'est vraiment, je pense, le fond de l'éducation qui pousse lorsqu'on est né dans ces conditions-là, l'éducation qu'on a reçue, tout ce qu'on a vu autour de soi. Bien sûr, on est dans la critique du système, mais on se dit, le jour où moi j'ai ma chance, j'y vais. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit que les choses ne changent pas, parce que souvent on est dans la critique de loin. Lorsqu'on n'est pas concerné, on critique, on vient avec des arguments, etc., etc. Une fois qu'on met le pied dedans et qu'on goûte à la saveur de ce qu'on peut en tirer, on se dit waouh. Je ne vais pas laisser ça à d'autres. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est mon tour. C'est mon tour. J'y vais. Et donc voilà, c'est un peu cette ascension sociale qui, à un moment donné, elle fait fi un peu de toutes les valeurs, de tous les principes qu'on a beau avoir eu, se mettre. C'est la vie. Alors, une deuxième thématique illustrée d'un deuxième extrait. Et ça va un peu dans le même sens, c'est complémentaire. Hein. Donc là, on parlait un peu du pouvoir, et puis là, on parle vraiment de la manipulation. Donc lorsqu'on est justement un peu, on a franchi la barrière, et là, on est dans la manipulation, on participe à la manipulation. Ce que justement, c'est le fait de bien dans ce livre. Fait de bien, je ne sais pas. En tout cas pour lui. Pour lui. Pour son attention, oui. Alors, ça se passe à la page 210. Depuis que Célio avait acquis ce poste, forcément, il était passé par toutes sortes de sentiments. Au début, porté par l'ambition et l'argent, n'ayant de cesse de prouver ses capacités, il avait quelque peu négligé les aspects éthiques de son emploi. Aujourd'hui, il était un peu plus mitigé, mais considérait qu'à son niveau, il ne pouvait de toute façon rien pour soulager la misère de la population de quelque façon que ce soit. Comme tout le monde, il était obligé d'assister à la dégradation de la situation. L'État ne remplissait plus son rôle que de manière symbolique. Célio était bien placé pour le savoir. Chaque jour, le pouvoir d'achat s'amenuisait. Les denrées alimentaires étaient rares et hors de prix. Le système de santé n'existait plus depuis longtemps. Le sida et ses conséquences s'étant ajoutés à tout cela, l'ensemble était devenu ingérable. Les gens ne tenaient plus que par la peau qui les recouvrait. Pour l'éducation, c'étaient les parents qui s'organisaient pour payer le salaire des professeurs. Dans ce contexte, seul Dieu faisait des miracles. Et encore, il avait un mal fou à vivre. Malgré cela, le jeune homme ne se posait pas trop de questions. Il avait une fois pour toutes mis un couvercle sur beaucoup de ses convictions et s'en accommodait parfaitement. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté était encore de faire de l'argent. Pour l'instant, il en avait accumulé pas mal. Ses dépenses étaient limitées. Tout était payé par son employeur, loyer, frais de mission. Il ne se déplaçait qu'avec les véhicules de service. Ses goûts restaient frugaux. Il avait investi un peu dans la sape. C'était normal. Il fallait bien paraître un minimum. C'est très profond aussi, ça. Excellent extrait. Le côté de paraître au lieu d'être, c'est vraiment aussi une force de l'écriture de Jean Beaufane. Super dit. Et oui, j'avais une dernière question pour conclure la présentation de ce roman. J'ai lu que quand Jean Beaufane avait reçu donc, le prix des 5 continents, c'était écrit « Jean Beaufane s'impose comme la nouvelle voix de la littérature congolaise ». Voilà, qu'en penses-tu? Mais voilà, comme je l'ai dit, le livre de Jean Beaufane, moi je me rappelle quand je l'ai lu, je pense que voilà, je lis depuis des années, j'ai beaucoup lu la littérature congolaise, j'étais un fan de nos écrivains congolais depuis l'époque de Zamenga. Voilà. Et si je peux utiliser une image mathématique, puisqu'on est dans les mathématiques, je disais que beaucoup de romans congolais de l'époque étaient linéaires. Linéaires, c'est-à-dire? C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on prenait un livre, on l'ouvrait, on avait lu le début, on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer.
Ah, C'était ok. un peu soit c'était les thèmes de la colonisation, Mhm. le thème du pouvoir, de la dictature. C'était Ah oui, oui. toujours, voilà, un C'est peu comme, lié au contexte aussi, lié au hein. contexte, mais Oui, oui, oui. mais très, très, très droit. Très droit. Il n'y Oui, avait oui. pas trop de chemin de Oui, travers, oui. c'était très droit. Il y avait le gentil qui se faisait avoir et puis le méchant qui était là. Voilà, je suis un peu dans la Oui, grande oui. caricature. Un peu comme les films de cow-boys, hein. Cow-boy indien, bon, on le met des indiens, on met des Oui, oui. cow-boys, on sait qui est le bon, le méchant, et Oui, puis à la fin, tous les indiens ils meurent. Voilà. voilà. Et entre les deux, on essaye de faire quelque chose. Et ici, même si les schémas restent les mêmes, il y a toujours une fin et un début, en espérant que le début soit bon. Je disais que c'était une écriture linéaire. Jean Beaufal a introduit pour moi, je ne suis pas mathématicien, mais je dirais une écriture trigonométrique. Mais restons dans la thématique. Voilà. C'est-à-dire que les intrigues, il y a eu plusieurs intrigues. Ça se compliquait un petit peu. Il nous emmène un peu à gauche, un peu à droite. On est surpris. Là, on s'attend à quelque chose. Il apparaît autre chose. Donc la narration, le roman, puisque le roman, c'est quand même d'abord un rêve. Écrire un roman pour raconter platement quelque chose, ça c'est plus un récit, etc. Ça fait pas rêver. Si je te dis, dehors il fait bon. Oui, ok, c'est un constat. Mais, tiens, la lune, le soleil apparaît comme une lumière, des gouttes de lumière qui tombent. Ah ouais. Là, Oui, ça change. l'imagination. Et puis voilà, c'est surtout l'intrigue. Au niveau de l'intrigue, Jean Beaufal, il a vraiment apporté ce côté de compliquer un peu les choses, d'aller un peu se creuser les méninges. Parce que écrire, c'est pas seulement prendre un bic, etc., mettre des mots. Il faut un peu aller chercher de l'imagination. Et lui, il a vraiment apporté ce côté, et surtout, en tout cas ici, une critique de la société. Telle que, il y a quelques années, donc ça fait plus ou moins quoi, 18-19 ans que c'est écrit. Bon, moi, 18-19 ans, on se reconnaît. Surtout pour les Congolais, les Quinois, on se reconnaît dans ce livre-là, dans cette époque-là. On l'a vécu un petit peu. C'est vraiment une reconnaissance des personnages, de ceux qui sont vécus, de se reconnaître dedans. Beaucoup d'écritures de livres congolais de l'époque, beaucoup étaient des grands universitaires. Il y avait des belles choses, des bons thèmes, mais le Congolais moyen ne se reconnaissait rarement dans ces grandes fresques qui étaient souvent liées à des universités, les gens qui avaient étudié, des intellectuels, etc. Zamenga n'est pas populaire pour rien. Zamenga est populaire parce que justement son écriture était l'écriture du peuple. Il allait chercher ce que le peuple vivait, et donc tout le monde, jeune, vieux, on se reconnaît dedans. Et donc Jean Beaufal, pour moi, il a vraiment rapporté, il a reconnecté en fait. Il a reconnecté le peuple à la littérature, qui était devenu quelque chose pour des intellectuels. Il a repopularisé l'écriture, la littérature congolaise. Oui, c'est ça. Si je pourrais dire en résumé. Ok. En l'embellissant, une écriture populaire et belle. Oui, c'est ça. Parce que voilà, il faut que ce soit l'éthique, comment on va dire, l'esthétique doit aller avec la créativité. Et je pense que lui, il a réussi, en tout cas, c'est mathématiques congolaises, puisque c'est le premier de cette nouvelle vie qui commençait, a vraiment été une porte d'entrée en grande pompe dans la littérature congolaise et littérature de manière générale. Oui, moi je le répète, je pense que les mathématiques congolaises, Congo-INC, c'est des classiques. C'est des classiques. Oui, oui. Tout à fait. Et vu ce qu'on vient de lire, quelques petits extraits, voilà, ce sont des choses qui devraient, je ne sais pas si c'est étudié, si on en parle dans les écoles au Congo, je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie de ces auteurs qu'on devrait vraiment avoir des extraits de temps en temps dans les cours pour faire véhiculer cette littérature congolaise. Et même à travers le monde. Oui, et puis même cet apport historique, parce que ça nous plonge dans ce moment particulier, quoi. Donc la fin un peu des dictatures, ça annonçait une nouvelle ère qui arrivait, mais on ne savait pas encore. Exactement. D'où ce qu'on dit souvent, c'est que les écrivains sont des visionnaires, à leur manière. Ils ont comme ça un instinct, une manière d'analyser les choses, qu'ils ont cette vision de loin, du passé, aussi bien du passé que de l'avenir, et de le mettre en histoire, en roman, pour nous faire vivre ça, quoi. Donc ils sont vraiment des gens qui lisent un peu le destin, à leur manière. Mais José, un tout grand merci. C'était super agréable cet échange avec toi, comme mais toujours. Avec plaisir. Voilà. Et donc, oui, nous continuerons de temps en temps à avoir des explications
l'éclairage de Mhm. José tout au long de ce programme. Voilà, Merci, à la prochaine. à la prochaine.